Alors, l'invasion russe de l'Ukraine a débuté le 24 février. Depuis lors, la Russie a pris le contrôle d'importantes parties du territoire ukrainien. Les pays occidentaux ont répliqué par l'annonce de lourdes sanctions qui bannissent la Russie à la fois du système financier international et du commerce mondial. Alors, quel est l'impact de cette invasion ? Est-ce que cela aura des conséquences économiques importantes et financières ? C'est ce que l'on va discuter aujourd'hui. D'abord, il faut comprendre que la Russie, c'est plutôt un petit pays. Par la taille de son PIB, c'est 1,7% du PIB mondial, grossièrement. La Russie est une petite économie et relativement pauvre, de plus. La richesse par habitant représente à peu près 60% du PIB par habitant européen. Et au niveau international, la Russie, en termes de PIB par habitant, se situe entre la Malaisie et le Chili, autour de la Croatie. Alors c'est un petit pays économiquement, mais c'est un pays avec un poids démesuré sur le marché des matières premières agricoles, mais également énergétiques, bien entendu. Et donc la Russie, l'Ukraine, mais également la Biélorussie ont un poids extrêmement important sur certains marchés. Sur le marché du blé, cela représente 1/3 de la production mondiale, par exemple. Sur le marché de l'huile de tournesol, c'est 2/3 de la production mondiale. Et puis cette zone géographique, plus généralement, entre Biélorussie, Ukraine et Russie, représente une part assez importante, plus de la majorité de la production de certains métaux industriels. Donc ça fait de cette zone et de ce pays un pays qui compte, mais essentiellement pour le marché des matières premières. Alors au-delà des conséquences humaines, géopolitiques, migratoires et plus généralement humanitaires, les conséquences économiques et financières de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les conséquences des sanctions vont toucher l'économie mondiale par 3 canaux principaux, tout ceci conduisant plus globalement à davantage d'inflation et moins de croissance. Alors il est toujours extrêmement délicat de faire le bilan d'une crise, alors même que cette crise se déroule, bien entendu, mais on peut tout de même dessiner quelques canaux qui permettent de comprendre les rouages des conséquences de cette crise économique et financière. Alors d'abord, le premier canal, c'est bien sûr celui de la hausse des prix des denrées alimentaires, de l'énergie. Très concrètement, pour les pays qui sont importateurs énergétiques, importateurs de denrées, l'impact en termes de pouvoir d'achat et de demande va être assez conséquent. On peut même imaginer très malheureusement des famines pour les pays les plus importateurs, comme en Afrique typiquement. Le deuxième canal, il est davantage régional. Cette guerre, cette invasion remet en cause les chaînes de production, les chaînes d'approvisionnement, avec des fuites de capitaux pour l'Europe de l'Est plus généralement. Et donc on a une zone géographique, la zone de l'Europe de l'Est, des pays émergents, qui va être significativement touchée d'un point de vue économique et financier. Et le troisième canal est un peu plus flou, c'est le canal de la confiance. On a déjà vu un durcissement des conditions financières avec des marchés financiers stressés par cet épisode, bien entendu. Non seulement parce qu'il y aura un impact sur la croissance et l'inflation à moyen terme, mais également un stress concernant l'incertitude que ce conflit génère. Alors on peut déjà imaginer les conséquences économiques pour la Russie elle-même, à la fois de l'invasion mais surtout des sanctions. La première chose, c'est davantage d'inflation à court terme liée à la chute de la devise, à la chute du rouble, et beaucoup moins de croissance à cause des sanctions financières qui coupent un certain nombre de banques et d'entreprises russes du système monétaire et financier international. Un certain nombre d'entreprises vont stopper leur production, d'entreprises occidentales vont stopper leur production en Russie. Des enseignes sont en train de quitter le pays. Et donc tout ceci entraîne une chute de la production, une baisse du pouvoir d'achat des ménages russes et une augmentation du chômage très direct. Le coût en PIB est toujours délicat à évaluer puisque les sanctions ne sont pas encore tout à fait, sont toujours évolutives.
on peut quand même imaginer une chute du PIB pour la Russie de l'ordre de 5 à 15%. C'est la fourchette qui est plutôt communiquée par les conjoncturistes aujourd'hui. Alors le coût pour l'Ukraine, il est très difficilement chiffrable en termes de reconstruction. Et puis ce coût dépendra foncièrement des accords qui pourront être trouvés à moyen, long terme, à court terme. Donc il est extrêmement incertain, délicat, voire impossible de réaliser un bilan pour l'Ukraine elle-même. Mais pour la Russie, c'est à très court terme beaucoup plus d'inflation. Cette inflation s'élevait déjà à 9% en mois de février pour la Russie, alors que la Banque centrale a une cible de 4%. Donc plus d'inflation, moins de croissance et des milliers et des millions de Russes qui vont se retrouver au chômage. Alors, on parle aussi de crise financière, même si celle-ci est une crise financière en trompe-l'œil en quelque sorte. Pourquoi en trompe-l'œil? Parce que assez rapidement après l'invasion et les annonces de sanctions des Occidentaux, la Russie a décidé de fermer ses marchés financiers et d'imposer des contrôles de capitaux. Et du coup, si vous voulez, on a à la fois une chute des actifs sur les marchés financiers, mais qui n'a pas pu se faire jusqu'au bout puisque les marchés se sont retrouvés très rapidement fermés. Alors avant fermeture, on avait les actions cotées en Russie en roubles qui avaient déjà chuté de 40%. Les quelques actions cotées en dollars disponibles sur d'autres marchés internationaux chutaient de l'ordre de 90 à 95%. Et puis le rouble a pu chuter de 20-30%. Le marché du rouble est resté en apparence relativement actif, si ce n'est que les contrôles de capitaux en donnent une image tout à fait biaisée. Donc le cours du rouble a d'ailleurs foncièrement rebondi en apparence, en tout cas dans le cours officiel, depuis début mars. Début avril, on est à peu près au même niveau vis-à-vis de l'euro ou vis-à-vis du dollar. Mais bien entendu, c'est un faux prix, en quelque sorte, qui ne reflète pas du tout les forces de marché, pour plusieurs raisons. D'abord, les contrôles de capitaux qui font que la population russe elle-même est très très limitée dans ses ventes de roubles et ses achats d'euros et de dollars. Les entreprises également russes sont très limitées dans leur détention de devises étrangères et doivent convertir 80% de leurs recettes en devises en roubles. Et puis surtout, les investisseurs internationaux ont l'impossibilité de vendre les actifs qui sont toujours en portefeuille avec la fermeture des marchés. Et donc, si vous voulez, on a un rouble qui semble s'être réapprécié depuis début mars, mais qui ne reflète que des positions acheteuses, toutes les positions vendeuses étant strictement limitées, voire même interdites pour certains segments. Donc en apparence, c'est comme si on n'avait pas de crise financière, puisqu'on n'a pas les marchés actions, obligations n'ont pas réouvert pour les investisseurs internationaux. Le rouble est sous contrôle des capitaux et le prix qui s'affiche est un faux prix. D'ailleurs, un marché noir s'est créé en Europe de l'Est pour échanger des devises en roubles. Mais en apparence, on a évité une crise financière, si ce n'est qu'il n'y a pas de crise parce qu'il n'y a pas de prix. Pour le système bancaire, on craignait des faillites bancaires, une course au guichet. Elle n'a pas eu lieu, ou en tout cas, elle a été très brève. Très concrètement, les Russes se sont rués au guichet, aux distributeurs, pour retirer certes des roubles, mais surtout des devises. Les devises, en tout cas le retrait de devises étant particulièrement limité, les retraits en roubles ont pu être totalement gérés par la Banque centrale russe. Et donc au total, il n'y a pas eu de crise sur ce plan-là, pas de crise bancaire en Russie. Et pour les investisseurs internationaux et pour les banques internationales, les positions en actifs russes étaient jusqu'à l'invasion relativement limitées, ont diminué les premiers jours. Et puis aujourd'hui, on peut raisonnablement penser qu'il n'y aura pas de crise systémique. Les positions russes sont relativement faibles pour les investisseurs internationaux. Donc au total, cette crise économique et financière va entraîner plus d'inflation, moins de croissance pour l'économie mondiale, probablement certaines pénuries de denrées alimentaires pour certaines zones géographiques comme l'Afrique. Et puis les contrôles de capitaux vont vraisemblablement perdurer, même en cas d'issue rapide
à l'invasion et au conflit armé, on peut imaginer que les sanctions économiques perdurent. La bonne nouvelle, c'est que l'exposition relativement limitée des banques et des investisseurs internationaux limite les effets dominos et puis évite que cette crise économique et financière ne dérive en une crise systémique mondiale, à la façon de celle observée en 2008. Et à plus long terme, on peut imaginer que la guerre va potentiellement modifier l'ordre économique et géopolitique mondial, si ce n'est à minima européen. Les échanges d'énergie vont se déplacer, probablement que l'Europe, et c'est déjà une mesure, enfin en tout cas des décisions qui sont en train d'être prises, l'Europe se dirige vers une plus grande autonomie énergétique. Les chaînes d'approvisionnement vont se reconfigurer très concrètement et les réseaux de paiement qui se sont fragmentés avec l'exclusion de la Russie du système SWIFT, les réseaux de paiement vont probablement continuer à être morcelés. On peut imaginer aussi à court et moyen terme davantage de dépenses non seulement énergétiques mais surtout militaires pour les Européens en particulier.